Heureux de vous savoir nombreux autour de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Voici pour vous le sommaire. Dans l'actualité ce lundi, le président indien Ramnath Kovind séjourne depuis hier au Bénin. Il a été accueilli par le ministre des Affaires étrangères Aurélien Agbenonsi à son arrivée à l'aéroport international Cardinal Bernardi Ganti de Cotonou ce dimanche. Les membres du Conseil économique et social ont été installés le lundi 22 juillet dernier au Palais de la Marina pour un mandat de 5 ans. Votre émission hebdomadaire L'Entretien du dimanche a reçu hier Charles Tomavor, secrétaire général du CES. Il a présenté l'utilité de l'institution, son fonctionnement et les défis qui attendent la prochaine mandature. Et puis, chaque année, et ceci depuis 1960, le Bénin organise une fête commémorative en souvenir à son accession à la souveraineté nationale et internationale. Un moment de réjouissance intégré dans les habitudes qui retracent la victoire du pays sur la domination étrangère. Mais quelles sont les finalités, les ambitions et les grands changements obtenus depuis sa célébration? Élément de réponse avec Elie Adiran dans un court instant. Voilà pour vous. Bonjour, bienvenue à tous. Annoncé depuis quelques jours, le président indien a effectivement foulé le sol béninois depuis ce dimanche après-midi. Et pour lui souhaiter la bienvenue, c'est le ministre des Affaires étrangères et de la coopération qui s'est déplacé en personne à l'aéroport international Bernardin Cardinal Ganti pour l'accueillir. Ramnath Kovind sera reçu aujourd'hui par son homologue béninois Patrice Talon. Le reportage est signé Latif Boni et Jean-Marie Kedolou. Ramnath Kovind, le président indien, est au Bénin pour un séjour de 2 jours. Atterrissage à l'aéroport Bernardin Ganti à 14 h ce dimanche avec à sa suite une forte délégation. Accueil par le chef de la diplomatie béninoise Aurélien Agbenonsi. À ses côtés, Simon-Pierre Adovelandé, l'ambassadeur béninois près la Chine. Tête à tête entre le ministre et le président indien. Et puis, sans déclaration, les deux personnalités conduisent la délégation vers l'hôtel. Début d'un séjour chargé, Ramnath Kovind va être avec son homologue Patrice Talon en matinée de ce lundi. Il est prévu entre les deux présidents un tête-à-tête, des signatures d'accords et la lecture d'un communiqué conjoint. Dans la même journée de lundi, le président indien sera à Porto Novo à l'Assemblée nationale. Son séjour prend fin mardi et il est attendu de ce séjour un renforcement considérable des relations entre le Bénin et l'Inde avec des retombées évidentes dans le secteur de la formation, des technologies, de la santé, entre autres. Les membres de l'Union progressiste et les acteurs politiques de la ville de Porto Novo étaient en conférence publique ce samedi. Une conférence qui a pour principal objectif de réfléchir sur l'état des lieux de la ville capitale et de réunir les filles et fils afin de travailler pour son développement. Cette conférence s'inscrit aussi dans le cadre des préparatifs du 59e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Le point avec Elie Adiran et Aliou Anthony. C'est à un exercice de haute portée sociopolitique que les militantes et militants, ainsi que les sympathisants de l'Union progressiste de la 19e circonscription électorale se sont livrés dans la matinée de ce samedi 27 juillet 2019. À la faveur de la commémoration des 59 ans d'indépendance du Bénin, l'initiative de cette conférence publique vise à projeter un regard dans le rétroviseur et procéder à de profondes analyses sur le chemin parcouru afin d'aboutir à des perspectives. L'initiative de cette conférence est partie fondamentalement d'un malheureux constat, celui de la facilité que nous, Béninois, avons désormais à oublier les dates des grands événements du parcours de la construction de notre pays. L'oubli déconcertant que nous avons des grands hommes qui se sont sacrifiés, parfois au prix de leur vie, pour que le Bénin soit. 3 communications au total sont développées au cours de cette conférence publique. Les participants, composés des acteurs politiques, les responsables administratifs ainsi que les sages et notables de la ville de Porto Novo, sont tous désormais conscients que le symbole de la Jatroué nécessite la contribution et l'apport des uns des autres pour la faire bouger. Je me réjouis de voir dans cette salle l'histoire de Porto Novo. Tout à l'heure, le vice-président nous disait un petit mot. Le vice-président des sages sur Sikirou, qui avait été tué en son temps et dont
L'agresseur a fini sa vie à l'hôpital de Porto-Novo. Je revois encore cette scène. J'étais jeune. Plus jamais ça. L'histoire de l'humanité est faite de longues disciplines et de soudaines indisciplines. Il faut qu'à un moment donné, quelqu'un ose dire non. Et depuis 2016, nous avons eu quelqu'un qui a dit non, ça suffit. Béninois, ex-Dahomey, nous nous sommes trop amusés. Nous avons pris trop de retard sur le monde et sur nous-mêmes. Il faut enfin nous discipliner à la discipline. Il doit plus y avoir des citoyens de première zone et des citoyens de deuxième ou troisième zone. Tous citoyens égaux devant la loi, chacun appelé à répondre de ses actes, à être acclamé quand il le faut, mais à être blâmé également quand il le mérite. Les changements majeurs enregistrés depuis 2016 ainsi que les facteurs négatifs ayant influé sur la croissance économique et le développement de la ville de Porto-Novo sont également passés à la loupe. Occasion pour les organisateurs de faire de nouvelles projections. Nous avons lutté pour l'indépendance. Porto-Novo a donné sa vie pour l'indépendance. Mais depuis ça, qu'est-ce qu'on a eu? Depuis cette date jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a eu? Il a fallu attendre 2016 pour que Porto-Novo commence par voir ses attributs revenir de façon progressive. Très bientôt, les filles et fils de Porto-Novo se retrouveront dans une salle comme ça pour parler de Porto-Novo. Au thème de cette conférence publique, un hommage mérité a été rendu au président Patrice Talon pour ses nobles ambitions et réformes envisagées. Ils invitent par ailleurs les filles et fils de la ville de Porto-Novo à rester unis pour relever le défi du développement. Les membres du Conseil économique et social ont été installés le lundi 22 juillet dernier au Palais de la Marina pour un mandat de 5 ans. Votre émission hebdomadaire L'Entretien du dimanche a reçu pour vous Charlemagne Tomanvor, secrétaire général du CES, qui a présenté l'utilité de l'institution, son fonctionnement et les défis qui attendent les membres de la prochaine mandature. Elia Diran pour le résumé de l'émission. Le reproche qui est souvent fait au Conseil économique et social relève du fait que c'est une institution qui se trouve être entre l'exécutif et le législatif. C'est une institution, et lorsque je prends surtout le cas du Conseil économique et social du Bénin, nos audiences ne sont pas publiques, comme celles de l'Assemblée nationale. Nous n'avons pas de radio. Lorsque on est une institution qui est dans la posture plutôt de donner des conseils aux plus hautes autorités du pays, vous conviendrez avec nous qu'on ne peut pas se mettre dans la rue pour évoquer les conseils qui sont formulés à l'endroit de ces plus hautes autorités. Le Conseil économique et social joue une partition majeure en tant que laboratoire de réflexion sur les questions et les problématiques du développement. Et c'est la seule instance au sein de laquelle des réflexions actives, intelligentes, sans parti pris, se mènent pour que les décideurs puissent avoir des avis avisés, des recommandations avisées pour prendre des décisions, les bonnes décisions pour le développement donc, de notre pays. Nous fonctionnons sur la base des saisines et des autosaisines. Donc, en matière de saisine, cela concerne cet aspect de la loi que vous venez de citer, et c'est soit le gouvernement ou l'Assemblée nationale qui nous saisit. Dès lors que nous sommes saisis, nous avons au niveau du Conseil économique et social 3 commissions permanentes. D'accord. En fonction de la thématique, une des 3 commissions est saisie à titre principal et les 2 autres à titre secondaire. Et l'avantage que le Conseil économique et social a et que les autres institutions n'ont d'ailleurs pas, lorsqu'il y a crise sociale, je vous jure que l'institution la plus habilitée à régler les questions de crise sociale, surtout lorsqu'il y a crise entre gouvernement et centrale confédération syndicale, l'institution la plus à même de régler, c'est le Conseil économique et social. Nos nations ont tout à gagner en préservant les conseils économiques et sociaux, en leur donnant les moyens nécessaires pour qu'ils continuent de devenir des laboratoires d'analyse et de recherche sur les grandes préoccupations d'ordre économique, social, culturel et scientifique. La marche pour le progrès aujourd'hui est une marche à grands pas.
Et là-dessus, il faudrait que nous travaillions d'arrache-pied pour nous conformer, pour nous inscrire dans cette dynamique-là, pour que nous approfondissions nos diagnostics sur les grands domaines qui sont les nôtres, l'économique, le social, le culturel, le scientifique et l'environnemental, pour accompagner de façon efficace et efficiente les réflexions et les réformes qui sont en cours dans notre pays. Tout comme en plusieurs partis de l'opposition, les forces Cori.Bénin émergents ont rejeté les exigences du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, notamment celles relatives à l'organisation d'un nouveau congrès constitutif. Ce rejet des FCBE a été l'un des sujets abordés par le consultant politique Agapit Napoléon Mafroikan sur le décryptage de ce dimanche. Et sur la question, voici ce qu'il pense de cette posture des FCBE. Les FCBE ont choisi alors de ne plus exister dans la forme initiale. C'est-à-dire qu'en principe, la loi portant charte des partis politiques donnait 6 mois pour se mettre en conformité. Ils n'ont pas ce certificat de mise en conformité, ils n'en ont pas. À partir du moment où ils n'en ont pas, et à partir du moment où ils refusent la brèche, l'ouverture qui leur est faite, donc ils rentrent dans le circuit, ils retournent dans le système normal, c'est-à-dire qu'ils n'existent plus en tant que parti politique reconnu dans le cadre, en tout cas au regard du code de la charte des partis politiques en vigueur présentement en République du Bénin. Dans ces conditions, le gouvernement prendra acte. Et eux aussi, ils doivent en tirer toutes les conséquences de droit. Le chef de l'État a été assurément généreux. Et il faudrait que les acteurs de la vie publique essayent quand même de savoir les raisons gardées dans un certain nombre de comportements qu'ils adoptent. Le chef de l'État est suffisamment généreux parce que, à partir du moment, je dis, le code électoral, l'achat des partis politiques, on ne le dira jamais assez. Et heureusement que la CEDEAO l'a constaté, c'est des textes qui ont été votés par une assemblée régulièrement en place, celle de 2015. Et donc, voter dans les formes régulières de l'action législative et de la procédure législative. Voter dans les règles universellement adoptées et reconnues. Voter par une très large majorité dans les deux cas. Dans ces conditions, on ne peut pas, pour des besoins d'individualité ou des besoins d'existence sectaire ou je ne sais pas quoi, exiger qu'on fasse une législation pour d'autres personnes, parce qu'ils ne sont pas capables de se mettre à jour, parce qu'ils sont en mesure, ou bien parce qu'ils se replient dans des élucubrations totalement partisanes. Non, nous avons les élections locales qui viennent très bientôt. Et la législation en la matière est stricte. Ce n'est plus comme avant, où une association ou un groupe peut de manière isolée se mettre candidat. Non, on doit être parti politique, reconnu. Donc, alors dans ce cadre, la brèche ouverte par le gouvernement, par le chef de l'État, devrait être saisie par des partis politiques qui ont envie d'animer la vie politique. Et c'est pour ça que je ne comprends pas l'attitude de FCB, mais il reste logique à leur logique de départ, c'est-à-dire la victimisation et la diabolisation du pouvoir en place. Il est évident que quand ce parti se refuse à chaque fois à saisir les brèches et à aller de l'avant, quitte à attendre que des situations meilleures s'offrent, c'est pas normal. À l'instant, Agapit Napoléon Mafroikan sur le décryptage de ce dimanche. Direction la cité des Kobourou où l'on peut désormais manger sainement et dans un cadre confortable. Le restaurant Le Mono ouvre ses portes aux amoureux de la bonne gastronomie au quartier Wansiro. C'est un restaurant VIP qui est mis en service pour mieux satisfaire sa clientèle. C'était ce samedi 27 juillet 2019 en présence de Fidel Zimbaba et Maker Kakpo. Une bonne nouvelle pour les habitants de la cité des Kobourou. Le restaurant Le Mono ouvre les portes d'un cadre de restauration VIP. En dépit de son restaurant connu de tous, la promotrice du restaurant Le Mono a voulu ouvrir un restaurant d'un autre standing pour mieux répondre aux besoins de sa clientèle. Nous avons décidé du lancement des activités de ce VIP dont la particularité est d'offrir un confort digne de ce nom à nos clients en leur proposant nos services à moindre coût, car au VIP Le Mono, vous avez la possibilité de manger des mets africains et européens au prix abordable à la portée de tous. J'en suis persuadé, ce VIP comblera les attentes de nos fidèles clients à qui nous demandons de nous renouveler
leur entière confiance. Confiance qui ne devait pas être difficile à renouveler, surtout avec un cadre aussi soigné qui respecte les normes internationales en matière de restauration. J'ai visité d'autres cadres à Cotonou, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai à Cotonou. Sincèrement, c'est parfait. C'est à la hauteur. Vraiment, ça, c'est super. Elle est parmi les 5 premiers, si on va noter. Vraiment, le cadre est très propre, bien fait, bien installé. Mais c'est une femme, elle connaît le goût. Tout est propre, elle a bien fait les choses. L'ouverture de ce restaurant VIP Le Mono apporte un plus à l'économie de la ville de Parakou et pourquoi pas du Bénin. La ville de Parakou vient ainsi d'enregistrer parmi les gammes de restaurants qui existaient déjà un autre centre d'affaires VIP. C'est notre fréquentation qui en fera un vrai pôle de développement économique. Lors de cette cérémonie officielle d'ouverture du restaurant VIP Le Mono, les clients venus nombreux attestent par leur témoignage de la qualité des repas servis par ce restaurant. Non, ce sont des plats très délicieux. Moi, je mangeais au Bamono depuis une dizaine d'années. Hein. Je ne suis pas, j'ai pas été déçu parfaitement, surtout pour le service, l'accueil. Bon, souvent, je mange agbeli avec légumes et même le riz aussi. En tout cas, j'aime tout le manger. Franchement, c'est bien fait. Et elle est reconnue pour ça aussi. Elle est reconnue, c'est bien fait. Situé à Parakou, au nouveau quartier, le restaurant VIP Le Mono, avec son cadre exceptionnel, des serveurs et serveuses bien outillés en matière de restauration, n'attend que vous pour venir le découvrir. Voilà, fête d'indépendance à présent, de 1960 à nos jours. Chaque année, et ceci depuis 1960, le Bénin organise une fête commémorative en souvenir à son accession à la souveraineté nationale et internationale. Un moment de réjouissance intégré dans les habitudes qui retrace la victoire du pays sur la domination étrangère. Mais quelles sont les finalités, les ambitions et les grands changements obtenus depuis sa célébration? Élément de réponse à travers ce mini-magazine réalisé par la rédaction de ETélé et qui porte la voix de Élie Adiran. Le Bénin, Est Dahomey, accède à l'indépendance le 1er août 1960. Une cérémonie qui a eu lieu sur l'esplanade de l'Assemblée nationale devant une foule enthousiaste. Ainsi, le 1er août devient donc, depuis 1960, le jour de la fête nationale qui sera célébrée au fil des ans, tantôt avec faste, tantôt dans la sobriété, mais toujours avec beaucoup de dignité et de fierté. Après l'indépendance, la fête se passait normalement. Quand la révolution est venue, la fête aussi a continué, ça se fait toujours normalement. Et au cours de cette fête, on rappelle aux gens tout ce qui s'est passé au temps de la colonisation, tous les acquis du gouvernement en place, les événements heureux, les événements malheureux, parfois on le rappelle à toute la population. Depuis le renouveau démocratique, la fête était tournante par département. C'est pour permettre à chaque département de se développer, de bénéficier des acquis de l'indépendance et de bénéficier de la réalisation de certaines infrastructures. C'est ainsi que, juste après une fête dans un département, on voit des changements notables au niveau de ce département. L'enthousiasme qu'il avait au départ, quand on parle de cette fête-là, la liesse populaire, où les gens, dans leur cœur, dans leur âme, Chola se dit, nous sommes libres, nous sommes indépendants, on ne retrouve plus ça. Parce que la morosité de la République, la pauvreté grandissante a fait que les gens n'y croient plus. L'indépendance, les gens n'y croient plus. Si bien que, quand on parle de cette fête, il y a un peu, les gens ils restent un peu passifs. Ils sont plus enthousiasmés, ça ne leur dit plus grand-chose comme avant. Mais nous allons toujours continuer parce que c'est très important pour nous d'abord de dire que nous sommes indépendants et que nous allons toujours mener la lutte pour être réellement indépendants. L'indépendance que nous voulons, la liberté que nous voulons, on va toujours continuer. C'est une lutte permanente au quotidien. La conscience collective
s'est donné pour devoir de renouveler constamment à chaque occasion de la célébration de la cession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. Mais au-delà d'une fête, l'indépendance, c'est aussi la liberté, mais aussi et surtout la responsabilité. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est comment faire pour que les populations puissent savoir qu'elles doivent se prendre en charge. On ne doit plus attendre le colon, attendre l'aide extérieure permanemment. Nous devons nous prendre en charge nous-mêmes. C'est ce que le président actuel a compris. Et il fait tout pour que les ressources internes parviennent à combler, à faire les investissements. Tout d'abord, c'est devant moi, à la place en face de l'Assemblée, là, que notre indépendance a été proclamée. On était jeunes, on pensait que notre pays a retrouvé sa liberté, son autonomie. Et moi, à mon avis, c'est tout à fait le contraire. Il est vrai que nous sommes indépendants, mais on dépend toujours des autres pays. Parce qu'avant, pour se dire qu'on est indépendant, il faut avoir la matière. Est-ce que vous voyez? Il faut avoir la matière. Je crois que le Bénin, pour ne pas dire l'Afrique, on n'a pas une ressource digne de son nom. Il est vrai que avant, l'armée, la police, tout était commandé par la France. Maintenant, nous avons notre armée, nous avons notre police, nous avons notre gendarmerie. Tu peux dire que c'est dans ces domaines-là qu'on peut dire que nous sommes indépendants. En 59 ans d'indépendance, plusieurs régimes politiques se sont succédés, mais avec des œuvres complémentaires. Une fois encore, le 1er août 2019, et le Bénin s'apprête à commémorer cette fête. Que dis-je? Une ère de la mémoire du Dahomey au jour du Bénin. Loin de clamer l'indépendance chaque année, il faudra faire de cette date à l'avenir un jour de réflexion devant permettre un réel développement de la nation. Chaque année, le Bénin organise la fête de l'indépendance. C'est pour rappeler à toute la population qu'on n'est plus sous la domination coloniale. Nous sommes déjà indépendants et nous devons nous prendre nous-mêmes en charge. Regardez vous-même aujourd'hui dans tout le Bénin. On n'a pas vu comment il y a un changement. Vous n'avez pas vu les effets de la culture dans tout le Bénin. Il n'y a pas un département aujourd'hui qui va dire que les chantiers ne sont pas ouverts. Il n'y en a pas. Même les aveugles vont voir, les sourds vont entendre. J'ai toujours l'habitude de dire que de 1960 à 2010, nous sommes comptables de la gestion de ce pays. Bon, qu'aujourd'hui qu'on dise qu'est-ce que vous avez fait, bon, je dis, il y a beaucoup de choses qui ont été faites qu'on ne peut pas relater ici maintenant. La fête du 1er août doit être une fête vue comme une fête de réforme. Non seulement au niveau de chacun des citoyens, chacun des citoyens de ce pays doivent, après cette fête, comprendre qu'il doit se réformer. Voilà, fin de cette édition Derrière laquelle se cache. Toute une équipe qui vous remercie de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information présentée, c'est à 19h45. D'ici là, portez-vous bien, mesdames, messieurs.